si on s'intéresse à la durée de vie des adultes, qui est un de mes sujets d'intérêt, on n'est pas tellement intéressé par l'espérance de vie à la naissance, qui est le grand indicateur des démographes. En fait, on voudrait plutôt s'intéresser à la valeur la plus fréquente, savoir à quel âge en général meurent les gens, et c'est la durée de vie modale qu'on voyait ici sur ce graphique, avec en fond l'évolution de la distribution des durées de vie adultes en Suisse, à côté de chez nous. Et puis, deuxième question qu'on a tout de suite envie de se poser, c'est de savoir est-ce qu'on se disperse énormément autour de cette valeur centrale ou au contraire, on est assez égal face à la longévité. Et puis, bien sûr, on a tous des fantasmes à propos de la durée de vie maximum. Alors, ce qu'on peut voir ici, là, à travers le cas de la Suisse, c'est qu'effectivement, au cours du temps, visiblement, la durée de vie des adultes a beaucoup changé et qu'elle s'est déplacée vers des âges plus élevés, mais on a en même temps l'impression que, en fait, la dispersion autour des valeurs centrales s'est réduite, c'est ce qu'on appelle la compression de la mortalité. Alors, quand on regarde, parce que je suis effectivement démographe, quand on regarde l'espérance de vie et comment évolue l'espérance de vie à la naissance, qui est quand même l'indicateur majeur des démographes, en fait, en général, et là, à nouveau, j'ai pris le cas de la Suisse. La Suisse est un cas facile parce qu'il ne s'est rien passé en Suisse à part l'épidémie de grippe, comme partout, en 18. Donc, les séries chronologiques sont particulièrement lisses et permettent de mieux voir les phénomènes sans fluctuation. Donc, ce qu'on a vu en Suisse, c'est d'abord, pendant toute une période, une très forte augmentation de l'espérance de vie à la naissance d'environ 5 mois par an, ce qui est absolument considérable, en gros de 1880 à 1950. C'est la révolution, c'est la transition démographique, c'est à ce moment-là que la Suisse l'a connue. Et depuis la guerre, l'espérance de vie à la naissance augmente de 3 mois par an en Suisse. C'est le rythme de croissance de tous les pays développés, cette augmentation de 3 mois par an de l'espérance de vie à la naissance. Donc vous voyez que le schéma, c'est une très forte croissance de l'espérance de vie à la naissance au cours de la transition démographique, et puis après la transition, une croissance soutenue, mais quand même plus faible, celle qu'on connaît actuellement par exemple en France. Quand on regarde la durée de vie des adultes, on a une toute autre histoire en fait. D'abord, pendant longtemps, on n'observe aucun changement dans la durée de vie des adultes, qui semble stagner autour d'environ 70 ans, alors que c'est la période où justement l'espérance de vie à la naissance augmente le plus. Et puis après, progressivement, cette durée de vie centrale des adultes se met à augmenter. Et là, on voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, l'augmentation est tout à fait parallèle à l'espérance de vie à la naissance, ce qui veut dire, en gros, chaque fois que l'espérance de vie augmente de 3 mois, la durée de vie la plus fréquente des adultes augmente aussi de 3 mois. Alors là, je rajoute quelques pays en plus de la Suisse, et en particulier la Suède, parce que c'est en Suède qu'on commence à avoir des statistiques de mortalité et de population sur l'ensemble de la population, et ça depuis 1751, et il faut attendre à peu près un siècle pour qu'un deuxième pays, la Norvège, les rejoigne à faire la même chose. Vous le verrez tout à l'heure, en France, on a ces séries seulement depuis 1827. Alors, au début, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a qu'un pays, la Suède, c'est en plus un petit pays, mais derrière les fluctuations, on a vraiment l'impression que la durée de vie la plus fréquente des adultes, donc cette valeur modale, n'a fait que fluctuer autour d'une valeur de 72 ans, entre 70 et 75 ans. On ne voit aucune tendance au-delà des fluctuations, ni augmentation, ni diminution. Après, on a cette période qui va durer presque un siècle, où ça a l'air d'être un grand fouillis. En fait, c'est parce qu'on est dans la période des transitions démographiques et épidémiologiques. Mais tous les pays n'y sont pas rentrés ensemble. Les premiers à rentrer dans ces transitions, c'est justement la Suède, la Norvège, suivi de la France et de l'Angleterre. Et lorsque les pays rentrent dans la transition, la durée de vie la plus fréquente des adultes augmente de 75 à 80 ans. Et quand elle atteint 80 ans, ce qui a été le cas par exemple en Suède en 1900, elle stagne à cette valeur de 80 ans. Et elle se met à fluctuer à cette valeur de 80 ans, qui est le sommet du parallélogramme. Et lorsque les pays sont rentrés très tardivement dans la transition, parce que c'était les pays les plus reculés en Europe à ce moment-là, comme par exemple la Suisse, justement, ou l'Espagne, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'augmentent ces durées de vie. Quoi qu'il en soit, la transition est finie pour tous les pays qui ont été phasés par la Deuxième Guerre mondiale au lendemain de la guerre.
Et donc en 1950, tous les pays ont à peu près 80 ans comme espérance de vie la plus fréquente pour les femmes adultes. Et à partir de là, on voit ce phénomène, qui est celui que j'ai appelé la révolution de la longévité des adultes, qui est une fantastique augmentation en même temps de la longévité moyenne des adultes dans tous les pays développés. Alors dans ces pays figure le Japon. Et au Japon, on a observé, comme partout, à partir de 1950, une très forte augmentation donc, de l'âge modal au décès, une diminution de la dispersion. Ça, on l'observe bien jusqu'en 1980, mais après 1980, on voit apparaître un nouveau phénomène, et là, on le voit par le contraste entre les courbes 2000-2004 et 80-84, c'est-à-dire l'ensemble de la distribution se déplace vers des valeurs plus à droite, mais sans concentrer davantage d'individus autour de l'âge le plus fréquent au décès. Et voilà, pour vous remontrer ça, au Japon, de 1945 jusqu'à aujourd'hui, il y a une augmentation très régulière de l'âge modal au décès. Il y a une forte diminution de la dispersion autour de cette valeur centrale pendant une trentaine d'années. Et puis, depuis 1980, il y a une stagnation de nos indicateurs de dispersion. Et ça pose la question essentielle pour notre futur. C'est-à-dire, est-ce que l'augmentation de la durée de vie moyenne des adultes s'accompagne d'une compression de la mortalité. C'est-à-dire chaque fois qu'en moyenne, on va vers des valeurs plus élevées, est-ce qu'on se concentre autour de cette valeur, ou bien est-ce que c'est l'ensemble de la distribution, comme on l'a vu ces dernières décennies au Japon, qui se décale de la même façon vers des âges plus élevés, c'est-à-dire que les valeurs maximum se décalent exactement d'autant que la valeur centrale. Alors, on peut rajouter beaucoup de pays, il faut dans ce cas-là changer de mode de représentation. Ici, il y a à peu près 25 pays, il y a plus de 4000 tables de mortalité depuis 1750, celle de la Suède, en même temps pour les hommes et pour les femmes. Donc, effectivement, au cours du temps, la valeur la plus fréquente a augmenté. Pendant la plupart du temps, les valeurs sont concentrées autour de 70-75 ans. Les indicateurs de dispersion diminuent, mais on voit bien sur ce nuage, et là on le voit encore mieux, que la relation n'est pas linéaire. En fait, elle est curvilinéaire, et elle laisse supposer qu'il y a une très forte relation au début. C'est-à-dire lorsque la durée de vie des adultes est de 70 ans, lorsqu'elle passe de 70 à 80 ans, en même temps, il y a une très forte réduction de la dispersion. On est vraiment, c'est ce qu'on avait vu au début, dans une phase de compression de la mortalité. Mais après, on voit que la relation est plus faible, et visiblement, quand on passe de 85 à 90 ans, là on est dans la deuxième partie de la courbe, et bien à ce moment-là, cette augmentation de 5 années des durées de vie les plus fréquentes des adultes ne s'accompagne que d'une très faible réduction de la dispersion des durées de vie. Si bien qu'on a l'impression, en prolongeant ces courbes, que si on continue d'augmenter la durée de vie moyenne des adultes, donc chez les femmes maintenant, par exemple en Suisse, en France ou au Japon, c'est 92 ou 93 ans, la durée de vie la plus fréquente des adultes, c'est 6 à 7 ans plus élevée que l'espérance de vie à la naissance. Et là, on a l'impression, si on continue d'augmenter, par exemple jusqu'à 95 ans, eh bien, peut-être que la dispersion va effectivement la réduction de la dispersion ne va plus se produire. Et dans le fond, c'est peut-être un continuum qui va de la compression de la mortalité à ces nouveaux scénarios de glissement de tous les âges de mortalité qu'on observe actuellement au Japon. Et c'est ces phénomènes-là qui expliquent l'émergence des centenaires. Et la seule chose qui est intéressante à voir, et on voit bien comment les choses sont reliées sur ce graphique, c'est que d'un côté, il a fallu presque 2 fois plus de temps pour arriver au même nombre de centenaires, environ 40 000, en Europe qu'au Japon. Vous voyez, dans tous les cas, il n'y a pas de centenaire, ou très peu, en 1945. Aujourd'hui, on atteint, pour ces pays, 45 000 centenaires du côté européen. Et vous voyez, du côté japonais, il n'y a toujours presque pas de centenaire en 1970 ou en 1980, mais les Japonais atteignent le même nombre de centenaires aujourd'hui. Et c'est bien la différence entre ces deux scénarios, parce que dans le cadre de la compression de la mortalité, quand la moyenne se déplace vers des âges plus élevés, la queue de distribution se rapproche du centre, donc ça apporte un frein énorme à l'émergence des nonagénaires et des centenaires, alors que quand c'est l'ensemble de la distribution qui se déplace, il n'y a finalement aucun frein à l'augmentation du nombre des centenaires.
Et ça, on le voit très bien parce qu'en moyenne, en Europe, au cours des 10 dernières années, le nombre des centenaires a été multiplié par 2, donc c'est un doublement tous les 10 ans, alors qu'au Japon, au cours des 20 dernières années, à chaque décennie, le nombre a été multiplié par 4. Donc déjà, ça semble insensé de voir le nombre des centenaires dans un pays comme le nôtre d'être doublé tous les 10 ans, mais on voit que dans un pays comme le Japon, il a été multiplié par 4 tous les 10 ans, et que la tendance générale est passée du scénario européen au scénario japonais. Alors, dans le cas de la France, qu'est-ce que ça donne précisément? Je vous ai dit, on avait des statistiques depuis 1827. J'ai représenté ici cette distribution de la durée de vie des adultes de 20 ans en 20 ans depuis 1827. Et au début, il s'agit des femmes. Au début, en fait, il ne se passe absolument rien. En gros, entre 1827 et 1907, eh ben, les courbes, je ne sais pas si je peux vous les montrer avec une flèche, oui, les courbes ici, jusqu'en 1907, les courbes sont toutes centrées sur à peu près 72 ans. C'est-à-dire on est exactement comme dans le cas de la Suède. La durée de vie la plus fréquente des adultes, c'est 72 ans, et les durées de vie se dispersent. Et effectivement, il y a de plus en plus d'individus qui viennent mourir à l'âge modal au décès, tout simplement parce que la mortalité infantile diminuant, il y a plus d'enfants qui deviennent des adultes et qui vont donc mourir comme des adultes. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a effectivement apparemment une réduction de la dispersion. Et il faut attendre les années 20 pour voir cette durée de vie modale augmenter considérablement en France et une réduction de la dispersion toujours se poursuivre. Si je regarde dans les conditions de 1907, donc il y a à peu près 100 ans, il y a à peu près 100 ans, il n'y avait pas 2% des femmes, donc c'est cette courbe-là, il n'y a pas 2% des femmes qui fêtaient leurs 90 ans et qui allaient mourir au-delà de l'âge de 90 ans. Alors que dans les conditions de 2007, c'est la dernière courbe, c'est celle-ci, dans les conditions de 2007, il y a 37% des femmes qui fêtent leur 90e anniversaire avant d'aller décéder, donc par définition, au-delà de cet âge. Donc c'est vraiment ça la révolution de la longévité, c'est sur le siècle écoulé et essentiellement au cours des 50 dernières années, l'apparition, c'est pas l'apparition, il y a toujours eu des nonagénaires et des centenaires, mais le fait que de tout petits nombres, ils deviennent des très grands nombres. Et vous savez sûrement, vous avez dû voir passer ceci, on avait 15 000 centenaires en France en 2010. Alors là, les centenaires, c'est à la fois ceux qui ont 100 ans et ceux qui ont plus de 100 ans, 101, 102, 103. Et l'INSEE prévoit que leur nombre va être de 200 000 en 2060. Je reviendrai sur cette question cet après-midi, parce qu'il se trouve que partant de 12 000 centenaires en 2010, l'Angleterre prévoit qu'elle aura en 2060 presque 400 000 centenaires, avec exactement les mêmes hypothèses que celles qui avaient été posées en France. Je vous donne simplement ces chiffres pour montrer que les nombres futurs sont gigantesques et qu'il y a une incertitude considérable sur ces nombres. Quoi qu'il en soit, le nombre des personnes très âgées augmente très fortement depuis effectivement le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, j'ai pris l'exemple du Japon, mais ça se passe comme ça dans tous les pays. Dès 1945 ou dès 1950, les personnes âgées de 85 à 90 ans augmentent fortement. Ici, j'ai une représentation semi-logarithmique, si bien que si l'augmentation en termes de taux d'augmentation est constante à travers le temps, j'obtiens une ligne droite. Le fait que j'ai ici une ligne droite pour montrer l'augmentation du nombre des personnes âgées de 85 à 90 ans, qui vont passer donc de plus de 100 000 à plus d'1 million, ça montre que tout simplement le taux d'augmentation de cette population est strictement constante depuis que les 85-90 ans augmentent au Japon. Ce qu'on peut voir ici, et on voit la même chose en France, c'est dans le fond, il y a un décalage dans le temps. Donc en 1945, déjà, le nombre des personnes âgées de 85 à 90 ans augmentait. On peut le voir que c'était aussi vrai pour les 90 ans, etc. Il faut attendre un peu plus pour voir augmenter le nombre des personnes de 95 à 100 ans, les années 60 pour voir augmenter les centenaires, les années 70 pour voir augmenter les personnes âgées de 105 ans et les années 90 pour voir augmenter les personnes âgées de 110 ans.
Mais vous voyez que chaque fois, on franchit une ou deux barres. Franchir une barre, ça veut dire une multiplication par 10. Franchir 2 barres, ça veut dire une multiplication par 100. Et vous voyez que ce sont exactement les mêmes schémas et qu'on ne voit aucun signe de ralentissement. La seule chose qu'on voit, c'est que plus l'âge est élevé, plus la pente semble forte, ce qui veut dire plus le taux d'augmentation annuel est élevé. Actuellement, au Japon, les personnes âgées de 110 ans et plus augmentent plus vite que le nombre des personnes âgées de 100 ans qui eux-mêmes augmentent plus vite que le nombre des personnes âgées de 90 ans. Et ça, on observe ça de la même façon en France. Alors, dans le même temps, et ce qui est peut-être préoccupant, mais c'est logique en même temps, puisqu'on a une telle augmentation et tellement rapide des personnes très âgées, c'est qu'on est complètement en train de changer le ratio entre les seniors, les jeunes seniors, et les très âgés. Et là, je vais vous donner juste un exemple, et je vais vous donner cet exemple à l'échelle mondiale. En 1950, c'est les premières statistiques qu'on a pour tous les pays grâce aux Nations Unies. En 1950, à l'échelle mondiale, on avait environ 80 personnes âgées de 50 à 75 ans pour une personne âgée de plus de 85 ans. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes s'en occupaient, mais ça donne une idée de la disponibilité des jeunes seniors pour s'occuper des personnes très âgées. On avait 80 personnes dans la tranche d'âge des 50-75 ans pour une âgée de 85 ans ou plus. Actuellement, comme vous pouvez voir ici, on se trouve ici, on est de l'ordre de 15. Et puis, en 2050, on va être de l'ordre de 6 à 8. Dans un pays comme la France, on va être de l'ordre de 4. Ce qui veut dire qu'il y aura 4 personnes âgées de 50 à 75 ans pour une personne âgée de plus de 85 ans. Ce sont des transformations extrêmement rapides. Avoir une personne très âgée à la maison qu'il faut prendre en charge concerne aujourd'hui à peu près 10% des familles et bientôt en concernera le quart. Alors évidemment, dans ces conditions, la seule question, c'est de savoir est-ce que ces très âgés, ces nonagénaires, ces centenaires sont des gens en bonne santé? C'est une question simple, mais la réponse est extrêmement difficile. Parce que s'il y a énormément d'études qui ont porté sur les centenaires, on en trouve plus de 500 dans la littérature, en fait, presque jamais il s'agit d'échantillons représentatifs, c'est toujours des échantillons de convenance, donc soit c'est une 12 centenaires en parfaite santé, ou au contraire c'est 20 centenaires qui sont déments, mais on n'a aucune idée de la réalité de l'ensemble de la population. Les quelques études qui ont été faites, il y en a une en Italie, une au Japon, 2 ou 3 au Danemark, une en France avec l'étude, mais elle est vieille maintenant, c'était à la recherche du secret des centenaires en 1990. Ces études montrent qu'en fait, ces centenaires sont en mauvaise santé. En règle générale, les centenaires aujourd'hui sont en mauvaise santé et 2 à 3% pourraient être considérés être en bonne santé ou indépendants. Mais en même temps, ces différentes études pointent qui ne sont pas centenaires par hasard, qu'en général, leur entourage ou eux-mêmes rapportent que 5 ans ou 10 ans avant, ils étaient en très bonne santé. Alors peut-être que quand on va voir les centenaires, c'est trop tard, mais apparemment, ces centenaires étaient des nonagénaires en très bonne santé. Là, je vais vous parler très vite de 3 pays qui présentent 3 situations tout à fait contrastées, justement dans l'augmentation du nombre des personnes très âgées. D'une part, vous voyez des chiffres sur l'augmentation des centenaires. Cette fois-ci, c'est les gens qui ont exactement 100 ans dans un pays nordique, ici au Danemark, et vous voyez qu'en 4 ans, quelques années, le nombre ne change quasiment pas. En fait, dans les pays du Nord, la mortalité chez les personnes très âgées n'est pas bonne et n'évolue pas favorablement, et il y a une très très faible augmentation au Danemark ou en Suède d'année en année du nombre des centenaires. La France, qui est au milieu, vous voyez en 3 ans, sur 4000 centenaires, on en gagne 1000 de plus. La France est typique de l'Europe de l'Ouest où le nombre des centenaires double tous les 10 ans. Donc les nombres augmentent très très vite. Et puis en bas, vous avez l'exemple du Japon, où là, on doit passer, c'est ça, de 9000 centenaires à pratiquement 15 000 centenaires en 4 ans. Donc là, on voit que les chiffres brûlent. C'est vraiment, c'est complet. Donc là, on a vraiment 3 cas de figure, et la France est au milieu. L'intérêt, c'est qu'en France, on n'a eu qu'une enquête, qui a eu une grande enquête représentative sur les centenaires en 1990. Malheureusement, elle n'a pas été répétée.
Donc on ne peut pas savoir si l'état de santé fonctionnel des centenaires s'est amélioré en France ou pas. Mais au Danemark, il y a eu répétition de ces enquêtes, et comme vous avez vu, il y a à peu près 300 centenaires tous les ans au Danemark, c'est de petite taille. Ce que font nos amis épidémiologistes danois, c'est de 5 ans en 5 ans, ils vont voir tous les centenaires, c'est pas un échantillon, c'est tous les centenaires, avec, et en général c'est un jeune gériatre qui fait sa thèse avec une jeune infirmière épidémiologiste, et ils vont voir en 1 an tous les centenaires du Danemark, et ils appliquent exactement le même protocole. Et ces études ont montré qu'au cours des 10 dernières années, alors que le nombre des centenaires n'a pas augmenté ou très faiblement au Danemark, leur état de santé fonctionnel s'est franchement amélioré. Donc ça, c'est un premier cas de figure. En France, je vous ai dit, on n'avait pas d'enquête répétée. Au Japon, on n'a pas d'enquête aussi lourde, aussi scientifique qu'au Danemark, mais le gouvernement japonais a toujours commissionné soit des agences de santé, soit des universités, ils l'ont fait en tout cas 6 fois, entre 1973 et 2000, avec toujours le même cahier des charges pour avoir une description des conditions de vie des centenaires au Japon. Alors, la partie santé n'est pas très importante, mais elle a toujours été la même, et les questions étaient la même, c'est quelle est la proportion des centenaires qui sont confinés au lit, au fauteuil, quelle est la proportion de ceux qui sont confinés dans leur chambre. Et là, vous voyez, on a un effondrement, là où le nombre des centenaires explose littéralement, on a un effondrement de l'état de santé fonctionnel. Par exemple, chez les femmes, puisque vous avez compris que les centenaires, c'était surtout des femmes, 20% étaient, dans les années 70, confinés au lit, au fauteuil au Japon, alors qu'aujourd'hui, les taux dépassent 40%. Actuellement, nous finalisons un recueil de données dans 5 pays pour essayer de clarifier cette situation. Donc, effectivement, 5 pays où il y a un fort contraste en termes de mortalité, de survie. Le Danemark et la Suède d'un côté, où il n'y a pas une forte augmentation du nombre des centenaires, la France et la Suisse, qui sont représentatifs de l'Europe de l'Ouest, qui sont dans une situation moyenne, et puis le Japon, où on voit flamber le nombre des centenaires, pour effectivement essayer de voir quelle est la relation entre la longévité dans ces populations et l'état de santé fonctionnel, le niveau de dépendance, le niveau de démence, etc., dans ces populations. Alors là, je voudrais juste vous citer un article qui est un peu ancien, qui était paru dans les proceedings de la National Academy of Science aux États-Unis, mais qui est un article remarquable. C'est un de ces articles qui fait partie donc, de ces études systématiques menées au Danemark sur la population des centenaires. Et là, pour cette année-là, pour cette cohorte, qui est la cohorte des Danois nés en 1905, ils ont décidé de les faire rentrer dans l'étude à l'âge de 93 ans. Il s'agit de tous les Danois à nouveau, hein, et les taux de réponse sont très très élevés. Donc, vous voyez qu'à l'âge de 93 ans, il y a 2000... Il ne reste, vous voyez, c'est une petite population, le Danemark, mais il reste pour cette cohorte 2234 personnes vivant au Danemark, et il y en a 38% qui sont indépendants. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que 2 ans plus tard, il y en a 36% qui restent indépendants, et puis 5 ans plus tard, il y en a 32%, et puis 2 ans plus tard, donc quand ils fêtent leurs 100 ans, il y en a 32% qui restent indépendants. C'est-à-dire que, alors qu'on dit que la dépendance, la démence, etc., tout augmente de façon exponentielle avec l'âge, et c'est vrai qu'on le constate généralement entre 65 et 85 ans, là on voit que quand on regarde des très âgés, en fait, on est sur un espèce de plateau. On voit que finalement, la proportion des nonagénaires et des centenaires indépendants ne varie quasiment pas de l'âge de 93 ans à l'âge de 100 ans. Donc, ça veut dire que la proportion de ceux qui ont perdu leur autonomie non plus ne varie pas. C'est le complément. Et là, on a une explication parce que comme tous ces gens-là sont suivis et qu'on les a tous depuis l'âge de 93 ans, on peut très bien voir où ils étaient au début de ce suivi ou en cours de ce suivi. Donc, effectivement, les 156 personnes du groupe qui fêtent leurs 100 ans sont toujours 32 ou 33% à être autonomes, mais lorsqu'ils avaient 93 ans, et qu'ils étaient donc dans l'échantillon des 93 ans, ils étaient 70% à être autonomes. Donc, en fait, il y a bien au niveau des individus toujours
et ce qui est attendu, un déclin des capacités fonctionnelles ou une augmentation de la détérioration cognitive avec l'âge, mais en fait la mortalité élimine tout le temps et constamment ceux qui sont le plus sévèrement atteints et laisse finalement, donne l'impression qu'on arrive sur un plateau en termes de dégradation de la santé parce que ce qu'on voit d'année en année, c'est les survivants, et les survivants, c'est ceux qui au départ, bien évidemment, avaient les meilleurs scores fonctionnels ou cognitifs. Alors si on essaye d'aller au-delà de ces populations âgées de 90 ou de 100 ans, en fait, on peut remplacer l'espérance de vie par un indicateur qui est sûrement beaucoup plus intéressant, qui est l'espérance de vie sans incapacité. Maintenant, on sait, on vit longtemps, on vit tous très longtemps et on est vraisemblablement appelé à vivre encore plus longtemps, mais combien de temps vit-on en bonne santé, vit-on sans incapacité? Vous savez, il y a 3 théories. Il y a une théorie qui dit qu'il va y avoir une compression de l'incapacité, on va reporter l'âge d'apparition des maladies et de l'incapacité, et on va comprimer la période de notre vie avec de l'incapacité. Cette théorie, on ne la vérifie pas trop, c'est une théorie idéale, mais on aime tous rêver. Il y a une autre théorie, c'est la théorie inverse, celle de l'expansion de l'incapacité, qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, on ajoute surtout des années de vie vécues avec de l'incapacité. Puis au milieu, il y a une 3e théorie qui dit qu'en fait, les 2 quantités, durée de vie et qualité de vie, ou longévité et autonomie, avancent en parallèle dans un bon équilibre et que la proportion de la vie vécue sans incapacité reste à peu près constante. C'est resté des théories pendant très longtemps, mais maintenant, grâce à l'Union européenne et à l'harmonisation des systèmes statistiques entre les États membres, on est capable de calculer tous les ans, de la même façon, l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité pour tous les pays de la communauté. Alors là, je ne regarde évidemment que la France, et le calcul est présenté à l'âge de 65 ans, qui nous intéresse essentiellement ici. Donc vous voyez d'une part cette formidable augmentation, ce sont les lignes en bleu, de l'espérance de vie à l'âge de 65 ans en France. Vous voyez aussi que les espérances de vie sont beaucoup plus élevées du côté féminin que du côté masculin, qu'en 2011, les Français de 65 ans n'ont toujours pas rattrapé les Françaises de 2004 en termes d'espérance de vie. Et puis en rouge, vous voyez l'évolution au cours de la même période de l'espérance de vie sans incapacité. Et là, on a 2 schémas tout à fait différents. D'un côté, on a une augmentation qui apparemment semble plus faible pour l'espérance de vie sans incapacité chez les hommes que l'espérance de vie totale, mais en fait, elle est totalement proportionnelle. C'est-à-dire que si vous faites le ratio des 2 courbes, si vous faites le ratio de l'espérance de vie sans incapacité au sein de l'espérance de vie totale chez les hommes de 65 ans en France, vous trouvez exactement le même résultat. Donc là, il y a un équilibre parfait entre la durée de vie et la durée de vie sans incapacité à 65 ans chez les hommes en France. Pour les dernières années, on a des chiffres, ça fait quand même 7-8 ans, de 2004 à 2011. Côté féminin, vous voyez les résultats, bien qu'au début, l'espérance de vie sans incapacité des femmes est plus élevée que celle des hommes, vous voyez environ 10 ans contre 8 ans du côté des hommes, cette espérance de vie sans incapacité, depuis 2004, stagne, désespérément stagne, ce qui veut dire qu'il n'y a eu aucun gain en termes d'années de vie sans incapacité, et tous les gains d'espérance de vie, qui sont considérables, sont des gains d'espérance de vie vécus avec de l'incapacité. Voilà, je vous remercie.